Un postier recordman du monde de marche, une cité ouvrière classée au patrimoine, un supercalculateur écolo et une étudiante chinoise en pleine vendange. Bienvenue à Reims pour ce nouveau numéro d'Itinéraire bis. Jeune mademoiselle, mesdames, messieurs, c'est Johnny Poulpeux, Johnny s'en fout, Johnny veut... À Reims, Julie, ville de 150 000 habitants, plus qu'ailleurs, on connaît le poids de l'histoire. Reims, ville de sacre des rois de France, Reims, ville détruite pendant la Grande Guerre, mais la capitale de la Champagne est aussi une ville étudiante qui cherche à reprendre des couleurs, elle qu'on décrit souvent à tort comme grise et enterrée. Connue mondialement pour son champagne, elle l'est aussi, et on le sait moins, pour ses athlètes. Bien que je sois chelou, un peu vilain, pas voyou, même pas méchant pour dessous, tout juste innocent comme vous, même si, comme vous, parfois j'ai un peu de mal à aller jusqu'au bout. Il n'est pas né à Reims et pourtant c'est l'une des figures emblématiques de la ville. Il n'est pas rare de le croiser sa sacoche en bandoulière, salarié de la Poste et recordman du monde de 50 km marche. J'ai maintenant rendez-vous avec un sportif de haut niveau, accessible et engagé pour sa ville, Johan Diniz. Bonjour Johan. Bonjour. Merci de nous accueillir ici. Alors, 4 fois par semaine, tu es sur cette piste, tu viens t'entraîner à marcher. Oui, à marcher, oui. C'est mon terrain de jeu, on va dire. Ici, je connais le moindre millimètre, on va dire, de la piste. C'est là que j'ai commencé et que je terminerai ma carrière. Et depuis que là, je me suis rapproché d'un nouvel entraîneur, maintenant il y a un an, qui est à Reims, ça m'a forcé à revenir encore plus à nouveau sur cette piste où j'avais vraiment débuté ma carrière. C'est ce club de Reims qui t'a permis d'être ce que t'es, de devenir champion ? En 99, je venais de terminer un peu des études d'œnologie et j'ai fait un service civil. Je suis venu toquer à la porte en fait de Gilbert Marcy, le président du club. Et puis en fait après, en travaillant ici, j'ai découvert la marche athlétique, sa pratique. Et puis en 2002-2003, je m'y suis mis un peu plus sérieusement et puis les résultats sont très vite arrivés puisque j'ai fait mes premiers championnats du monde en 2005. Et puis après j'ai été champion d'Europe en 2006 à Göteborg. Il est sur la planète Marche, il est ailleurs, Johan Diniz. Il va être champion d'Europe et il va battre le record du monde en 7 ans arrêtés. C'est pas fort ça, c'est pas bon, regardez cette extase, ce bonheur indescriptible. Johan Diniz, champion d'Europe et recordman du monde. Recordman du monde. Et tout ça pas dans n'importe quel club, puisque alors on est sur la piste de l'Entente Family Stade Reims Athlétisme, c'est bien ça, et c'est une véritable fabrique d'athlètes. C'est le club le plus titré en France. Comment ça s'explique? On va dire qu'il y a une histoire patrimoniale déjà de l'athlétisme à Reims, avec le baron Pierre de Coubertin qui avait demandé au prince de Polignac, qui était le propriétaire des Champagnes-Pommeries, de créer en fait un collège d'athlètes où donc les militaires pouvaient faire de la préparation physique et de l'éducation physique, on va dire, et puis où également donc Pierre de Coubertin pouvait faire venir ses athlètes olympiques, pentathlètes, athlètes, nageurs, pour venir s'entraîner et préparer les Jeux Olympiques de 1912. Et qui prouve que le sport, l'histoire du sport et de l'athlétisme en tout cas est vraiment ancrée dans cette ville de Reims. Oui, bien sûr. Alors écoute, moi j'ai pris mes baskets, je te propose que tu me montres un peu comment ça se passe et que je vois si je peux te suivre. Pas de souci. J'ai un petit doute là-dessus, mais... Bon, on peut essayer en tout cas. Allez, je m'équipe. Hop, c'est bon Johan.
Je suis prête, enfin quasiment. Je suis encore en jean, mais bon. Ouais, c'est pas grave. Souvent, on se met sur une ligne. D'accord. Donc le pied, en fait, en marche athlétique, il attaque. On déroule son pied jusqu'à la pointe. Et on essaye de pas monter, tu vois, d'avoir un geste horizontal. On sait qu'il faut se servir des bras. Vas-y, regarde. Là, j'ai mes coudes derrière, donc vas-y, monte, monte. Ah ouais, ça travaille, Ouais, hein. ouais. Allez, vas-y, je te regarde. Voilà, vas-y, maintenant tes bras, vas-y. Essaye de les... Voilà, augmente ton pas, jambes tendues. Augmente ton pas, jambes tendues. Accélère les bras. Et ben voilà, regarde. Nickel. Super, super. En 5 minutes de temps, voilà, t'as le geste. Ouais, c'est... Johan, on est dans les jardins, derrière la cathédrale de Reims. Quand on a l'habitude, comme toi, de marcher à la vitesse d'un jogger, est-ce qu'on prend encore le temps de flâner dans le centre-ville? Oui, bien sûr, surtout parmi ces endroits, c'est des endroits assez, on va dire, où il y a pas mal de choses qui se passent tout au long de l'année. La halle des Boulingrins, quand il y a le marché, le week-end, tout le monde se retrouve le midi autour d'un verre ou dans un petit restaurant où c'est assez sympa, il y a beaucoup de monde qui s'y retrouve. Puis il y a des concerts aussi qui se font en amont. Eh ben, justement, nous, les Rémois, on a eu envie de leur demander ce qu'ils pensaient de leur ville. On a été à leur rencontre dans la rue. On les écoute tout de suite. Une ville très attrayante, où le temps n'est pas toujours au beau fixe. C'est un peu petit, mais c'est assez sympa. C'est une ville à taille humaine, on va dire. Moi, je dirais qu'au niveau de la délinquance, c'est beaucoup mieux que les autres villes. Plus calme que le sud de la France, en tout cas. Franchement, ouais, le cadre de vie est agréable. Un peu bourgeois peut-être, mais... Et bien justement, on a maintenant rendez-vous à la bibliothèque. C'est l'une des plus jolies de la ville. Elle s'appelle la bibliothèque Carnegie. Et je crois que tu la connais un peu parce que tu l'as côtoyée quand tu étais étudiant. Oui, je l'ai côtoyée quand j'étais étudiant, juste avant, après qu'elle soit en réfection, où ils ont tout numérisé. Et c'est la première fois que je vais revenir dans ce haut lieu. La première fois depuis combien de temps? Depuis un peu plus de 15 ans. 15 ans. On va voir si ça a changé. Andrew Carnegie. Super. Magnifique. Te revoici dans la bibliothèque 15 ans après. Ça a changé un peu? Oui, ça a changé. Tout est vraiment... Bonjour Sabine. Bonjour Julie. Merci de nous accueillir. Je vous présente Johan Diniz qui nous accompagne. Bonjour. Champion de marche athlétique et rémois, très attaché à sa ville. Et il a connu cette bibliothèque puisqu'il est venu il y a maintenant 10 ans, 15 ans, faire ses études ici. Et elle a beaucoup changé, Johan, cette bibliothèque? Oui, rien que l'entrée déjà, tout a changé. Donc, Exactement. En 2004-2005, la bibliothèque a été fermée pour rénovation complète, pour lui restituer son décor d'origine, puisque c'est un édifice qui est emblématique de l'art déco. Et donc la bibliothèque a retrouvé son ornementation initiale, ne serait-ce que dans ce grand hall que vous pouvez admirer, et notamment la coupole. On vous suit, Sabine, dans cette bibliothèque. Je vous en prie. C'est les coulisses. Oui. Nous allons passer par le local numérisation, où nous numérisons les ouvrages de nos collections. Voilà, pour les rendre accessibles Exactement. à tous et les conserver aussi. Et nous allons maintenant déboucher dans mon bureau, qui est là aussi un très beau témoignage de l'art déco. Sabine, cette bibliothèque de Carnegie, c'est une véritable page d'histoire de la ville. Oui, tout à fait. Le lieu n'aurait pas pu voir le jour, puisqu'il a été construit dans les années 20, sans les destructions liées à la Première Guerre mondiale, puisque pendant tout le 19e siècle, en fait, les collections de la bibliothèque municipale étaient installées à l'hôtel de ville, donc pas très loin d'ici, au premier étage. Et le 3 mai 1917, un obus incendiaire a détruit l'hôtel de ville, et avec lui sont partis en fumée un tiers des collections. Donc au lendemain du conflit, Reims, qui était exsangue, n'aurait pas pu envisager la construction d'un nouvel écrin pour ses collections sans une aide providentielle, celle d'un grand magnat américain, Andrew Carnegie, on connaît bien ce nom, qui voyait dans la promotion du savoir, de l'accès à la connaissance par le biais de ces édifices culturels, un rempart contre la barbarie et une façon de prévenir les guerres. Bon, c'était un louable. Quel symbole, hein. Oui, symbolique, même si ce n'était pas forcément très réaliste, mais c'était extrêmement louable. Alors, dans cette bibliothèque de Carnegie, il y a
400 000 documents. Aujourd'hui, finalement, dans cette bibliothèque, on trouve tout le patrimoine de la ville de Reims. Exactement, la typologie des documents est très variée. Ne serait-ce pas que par l'amplitude chronologique, ça va du 7e siècle à nos jours. Et puis, au sein même de ces documents, on peut compter environ 3000 manuscrits, dont 800 manuscrits médiévaux, dont 50 manuscrits carolingiens. Des choses très anciennes, très précieuses. Exceptionnelles. Au milieu de la cité, dont un quartier détruit est une grimaçante nécropole, s'élève un amas sombre de hautes murailles, soutenu par une forêt arquée de bras de pierre, entourée d'une multitude de clochetons dentelés. Et des hauts murs sombres et sans toit s'exhale, froide et muette, la mort. C'est, dans la nuit sépulcrale, immense, au-dessus de cette plaine noire, le seuil des visions d'Apocalypse et de la désolation sublime, immense, tel que le cadavre muet et spectral d'un titan, la cathédrale de Reims. Sabine, on vient de vous entendre lire un extrait du Cahier bleu. C'est un des témoignages de cette grande guerre que vous possédez ici, et pas n'importe lequel, puisque c'est le témoignage de l'écrivain Georges Bataille. Oui, exactement. C'est un document exceptionnel car il contient des textes épars de Georges Bataille et notamment la première version de son premier texte publié en 1918, Notre-Dame de Reims. Et l'intérêt du Cahier bleu, c'est de comporter justement une ébauche qui n'a rien à voir avec la version qui a été publiée et qui témoigne du martyre de la cathédrale de Reims, incendiée le 19 septembre 1914. Bon, Johan, petit moment d'émotion de revenir 15 ans après dans ce lieu? Oui, grand moment même, et puis avec une personne très intéressante qui nous a bien raconté en fait toute l'histoire de cette bibliothèque. Bon, en tout cas, merci Johan d'avoir accepté de nous accompagner dans cette petite balade de Reims. Ça va se poursuivre, mais avant de se quitter, c'est la tradition, c'est une petite photo. Alors, je te propose exceptionnellement un selfie Carnegie. Alors on y va. Alors, on va C'est essayer. parti. Est-ce que tu es fort en cadrage de selfie? Voilà, C'est là. parti. Là, tu Attention. souris ou tu souris pas là Je souris là. D'accord, ok. Reims d'hier et Reims d'aujourd'hui, lui aussi a un petit côté art déco, appelé le Roméo sur la liste très sélective des supercalculateurs les moins gourmands en énergie et les plus performants au monde. Il est classé 5e et il est à Reims, un outil, tenez-vous bien, capable d'effectuer 250 milliers de milliards d'opérations en une seconde. Si je considère que je suis capable de faire une multiplication par seconde, il me faudrait entre 800 000 et 1 million d'années pour faire le même travail que ce que va faire Roméo en une seconde. Propriété de l'université de Champagne-Ardenne, Roméo est un outil précieux utilisé pour tester les molécules des médicaments ou encore modéliser les voitures du futur. Un outil comparable à celui détenu par l'université de Cambridge en Angleterre. C'est une petite colline à quelques pas du centre-ville, baignée de lumière et aux maisons entourées de jardins. Une cité ouvrière sortie de terre en 1923, construite par l'office HLM de Reims. Un aménagement qui fait encore référence aujourd'hui. Je vous emmène. Bonjour Édouard. Bonjour. Alors nous voici dans cette fameuse cité jardin du Chemin Vert, un quartier de Reims, mais alors c'est presque un village dans la ville. Complètement, vous êtes dans un quartier de la ville de Reims, mais qui a été construit dans les années 20. Et à l'époque, ce quartier est séparé du centre-ville de Reims et notamment de la cathédrale par des champs de blé, parce que Georges Charbonneau, le fondateur du foyer rémois, construit cette cité-jardin sur des dommages de guerre et un peu à l'extérieur de Reims. C'est presque comme un îlot, vraiment à part.
Oui, il y a un côté complètement insulaire. Les gens sont très proches les uns des autres. Ça, c'est vraiment très important. Il faut savoir qu'en 1930, vous avez 4800 habitants dans cette cité-jardin du Chemin Vert, ce qui est quand même énorme pour l'époque. Alors, vous l'avez dit, on est en 1920. Cet industriel Georges Charbonneau décide de lancer ce chantier de cité-jardin pour héberger des ouvriers. Mais alors, attention, on est très loin des corons du Nord-Pas-de-Calais. Hein. Complètement. Georges Charbonneau est un industriel rémois et il décide de construire cette cité-jardin et des maisons pour les habitants et pour les ouvriers de toute la ville de Reims. Donc des ouvriers qui peuvent travailler les uns dans des verreries, mais les autres dans des maisons de champagne et bien ailleurs. Donc vraiment, c'est ouvert à tout le monde. La seule chose qu'on demande, l'une des seules choses qu'on demande et qui est amusant, c'est d'avoir une famille nombreuse. C'est quelque chose de très important pour Georges Charbonneau et les membres du conseil d'administration de l'époque. Donc vous aviez l'accès à l'eau potable, ce qui est important à l'époque. Vous aviez le fameux potager pour que l'homme puisse apporter légumes pour la famille et pour pas qu'il soit occupé le dimanche dans son potager et pour pas aller au cabaret. Dans le vivre ensemble, vous avez aussi des tas de constructions qui ont été mises en place par Georges Charbonneau. Je pense notamment à la maison commune du Chemin Vert, qui était une maison, c'est la maison de quartier d'aujourd'hui. Et vous y trouviez beaucoup de choses, le gymnase, le cercle pour les hommes, la salle de théâtre, les bains-douches, la crèche pour les enfants. Alors c'est un plaisir pour un Rémois d'avoir la chance de vivre ici. Je crois. On poursuit la balade? Une crèche et une église unique en son genre. Julie part maintenant à la découverte de ce chef-d'œuvre d'inspiration byzantine planté au milieu d'un quartier HLM. Bonjour Dominique. Bonjour. Vous êtes un passionné de cette cité-jardin du Chemin Vert. 617 maisons, des jardins de 200 mètres carrés, mais c'est aussi un quartier qui possède des équipements, une maison commune et une église dans laquelle nous nous trouvons, une église qui est très particulière. Absolument, Saint-Nicaise, c'est vraiment ce qu'on appelle le parachèvement spirituel de la cité-jardin. Georges Charbonneau, qui était un catholique convaincu, a souhaité bien sûr que la cité soit honorée par un lieu de culte. Il avait d'ailleurs imaginé à l'origine d'offrir aussi une possibilité qu'un temple protestant puisse être installé. Alors au niveau artistique, justement, c'est très particulier. On ne va pas trouver ici de fresques de la Renaissance, de Michel-Ange ou de Caravage, mais plutôt d'autres peintres, et notamment les peintres nabis. Alors tout à fait, puisque à un moment donné, dans l'histoire des nabis, certains vont rentrer dans le mouvement qui va s'appeler l'atelier des arts sacrés. Et ces artistes vont, à l'esprit du Moyen-Âge, de la même manière, se regrouper par atelier, des peintres, des sculpteurs, des céramistes. Et on a ici l'exemple avec Maurice Denis, qui est un des cofondateurs des ateliers d'art sacré, d'une exécution d'œuvres qu'on verra tout à l'heure dans les chapelles latérales et qui représente l'Annonciation pour une des deux toiles et la Sainte Famille pour une autre. Donc on est toujours dans l'esprit de la représentation de la nativité et de la famille. Vous me faites visiter un peu cette église? Avec plaisir. On va voir ensemble. Et cette magnifique sculpture a l'histoire toute particulière. Oui, on pourrait la penser homogène dans sa réalisation, mais non, en fait, Georges Charbonneau, qui connaissait Roger de Villiers, lui achète cet ensemble-là, qui n'est constitué à l'origine que de la Vierge et de l'enfant. Et comme on l'évoquait tout à l'heure chez Georges Charbonneau, il y a cette obsession un peu de la famille constituée, établie, bien, il va demander à Roger de Villiers de sculpter Joseph. Et on voit qu'on a une deuxième sculpture qui vient faire masse avec la première et on a un ensemble homogène, la famille reconstituée. Juste à côté de cette magnifique église vivent Nicole et Alfred depuis quelques années. J'ai tout de suite rendez-vous avec eux. On y va.
Bonjour. Oh bah quel accueil. Merci de vous accueillir. Ah bah et voilà, il y a une chaise. Je vais tout de suite m'installer près de vous, chez Nicole et Alfred. Fredo, pardon. On dit plus Alfred, Nicole et Fredo. Et on vit ici depuis combien de temps? Depuis 44 ans. 44 ans. 44 ans. Ça veut dire qu'on est bien là. Vous, Christelle, aujourd'hui, vous avez une maison dans la cité du Chemin Vert, oui. Mais avant que vous viviez dans des tours, c'est pas pareil, j'imagine. Oh, pas du tout. Ouais, ici, on se connaît tous, que dans les blocs, bah, c'est bonsoir, bonjour, ça va, vous allez bien, que ici, on a nos copines, on vient boire le café chez l'une chez l'autre, quoi. Nicole, si demain on vous disait, faut déménager et quitter cette maison dans la cité du Chemin Vert. Ah non, non, je refuserais. Non? Je refuserais, ah non, je suis trop bien ici. Je veux décéder ici. Alors avant de se quitter, c'est la tradition dans l'émission, une petite photo de tout le monde. Alors je vais vous demander de vous resserrer un peu autour de Nicole, autour de la table. On va faire la petite photo souvenir. Le sourire. On fait 1, 2, 3. Ouistiti. À Reims, la cathédrale est déjà classée au patrimoine mondial de l'humanité. À quelques kilomètres seulement du centre-ville, ce coteau, ce village nappé dans la brume un jour de vendange pourrait eux aussi rejoindre le club très prestigieux des 38 monuments classés en France. C'est en tout cas la demande qui a été récemment faite par le ministère de la Culture. En France, un autre vignoble a déjà obtenu le précieux label, c'est celui de Saint-Émilion, dans le Bordelais. C'est une période déterminante qui se joue derrière ces murs. Pendant les 3 semaines que durent les vendanges, quelques 800 producteurs amènent dans cette coopérative champenoise le mou, le jus du raisin qui vient d'être récolté pour donner naissance au roi des vins, le champagne, qui, vous allez le voir, attire même les étudiants chinois. Bonjour Pascal. Bonjour Julie. Merci de nous accueillir. Alors en ce moment c'est une période très importante pour vous. Oh, c'est une période fondamentale pour les 800 adhérents de la coopérative. C'est une entreprise qui est organisée sous forme coopérative, qui toute l'année cultive, élève la vigne et puis on reçoit en l'espace de 15 jours le fruit de leur culture, c'est-à-dire les grappes de raisin transformées, écrasées en mou. Et on reçoit ça sur 15 jours avec 900 hectares qui sont traités ici. Alors c'est un flux logistique de camions, d'analyse quotidienne des mous qui sont réceptionnés au laboratoire. Cette année, elle s'annonce comment cette récolte? Belle vendange, des grappes de qualité, que ce soit les chardonnays, les pinots meuniers, les pinots noirs. Nous travaillons sur l'ensemble de la Champagne et il n'y a pas eu une région cette année touchée par des incidents climatiques, grêle, etc. ou gel. Alors tout ça se joue en 2-3 semaines pour récolter 900 hectares, c'est très court. Dans combien de temps on va pouvoir le déguster, le prochain champagne? Alors le prochain champagne, assemblée base de la vendange 2014, sera commercialisé pour nous en tout cas dans 3-4 ans. Néanmoins, on va avoir dans les semaines qui viennent les dégustations de vin clair, c'est-à-dire les premières fermentations. Vous avez pu visiter la cuverie et vous voyez que tout travaille actuellement d'une manière naturelle dans nos cuves. Et l'assemblage va avoir lieu en début d'année prochaine. Voilà. Et là, on met en bouteille et puis ensuite, ces bouteilles vont aller se reposer en cave pendant 4 à 5 ans et pour nos millésimes pendant presque 10 ans.
Bonjour Péchenli. Bonjour Julie. Alors vous êtes en stage ici dans les caves de Castelnau pendant 2 semaines. Vous êtes venu en France étudier la production du champagne. Quelle idée, pourquoi? En effet, j'ai resté ici il y a 1 an et je suis allée ici pour étudier au master vin et champagne parce que dans une exposition du vin en Chine, j'ai goûté le premier champagne dans ma vie et c'était très magnifique. Et j'ai trouvé il y a un goût de baguette, j'aime beaucoup le baguette et le goût était fin et délicieux. J'étais tombée amoureuse au champagne. Et en effet, depuis cette fois-là, j'ai essayé de trouver un vin effervescent pour comparer avec le champagne. Mais c'est dommage, je ne trouve que le vin effervescent qui peut aussi bon que le champagne. C'est pourquoi j'ai donc décidé pour faire mes études en France. En Chine, quelle place il a le champagne? Il existe, il est présent? C'est un peu difficile à trouver dans le magasin, mais pour l'hôtel supérieur, on peut le trouver comme le Poirier Jouy et comme le Château Moët Chandon, comme ça. Le nom est un peu différent parce que le nom est différent. Oui, il est tout traduit en chinois. Par exemple, pour le château Moët Chandon, on l'a dit c'est comme l'alcool qui rend les gens plaisir. Heureuse. Alors Péchenli, chaque année, 2 millions de bouteilles de champagne partent à destination de la Chine. Vous êtes, vous, les étudiants chinois, les ambassadeurs du champagne. Il y a un grand marché possible à l'avenir. Oui, c'est vrai, parce qu'il y a de plus en plus de gens qui préfèrent le champagne et le vin effervescent, parce que le champagne est toujours unique et il y a une limite pour son quantité. Pour les Chinois riches, ils pensent que le champagne qui monte leurs conditions sociales et leur goût spécial. Et parce que pour les cuisines chinoises, il y a une cuisine qui s'appelle Sichuan et qui est toujours piquante. Et le vin effervescent peut, diminuer le goût très fort. D'accord. Donc le champagne a encore beaucoup d'avenir en Chine. Oui, c'est vrai. Merci beaucoup Péchenli et bonne continuation dans tes études. Merci, je vous en prie. Bon courage. Merci. Si vous souhaitez poursuivre cette balade à la découverte de Reims, 3 ouvrages. Ce roman, publié chez Flammarion en 1929 sur la cité-jardin du Chemin Vert, ce recueil iconographique magnifique pour les amoureux de la cathédrale de Reims, et enfin le journal de bord d'Axel Kahn, Pensée en chemin, le généticien qui a traversé la France du nord au sud en passant par la Marne. On ne pouvait pas terminer cette émission sans vous proposer une autre balade inattendue, musicale, cette fois-ci dans cette ville de Reims que certains appellent la capitale de l'électro. Un artiste, Prieur de la Marne, se plaît à mélanger, réinventer certains titres de pop française en y ajoutant même parfois des samples de vieux films français. On se quitte sur ce mix. À bientôt pour une nouvelle balade dans une France inattendue. Des amis sont venus prendre un verre, une heure, et nous avons fait l'amour à plusieurs sans chercher pourquoi, sans autre raison que d'aimer.